Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Vous allez voyager et vous informer avec nous à travers nos séquences, nos entretiens et reportages avec de grands auteurs. Aujourd'hui, un entretien exceptionnel avec l'écrivain Sorge Chalandon. Quand il avait 17 ans, il a dormi dans la rue et sous un pont à Paris. Son dernier roman raconte cet épisode douloureux de sa vie. Il est retourné sur place pour la première fois. Je n'ai pas encore 18 ans. Vous arrivez à la fin des 17 ans. J'arrive à la fin des 17 ans et ce lieu-là était l'un des lieux où j'ai vécu pendant presque un an, effectivement. La différence, évidemment, c'est que j'étais beaucoup plus jeune. J'avais plus de 50 ans de moins, je n'avais pas de canadienne, je n'avais pas d'écharpe. Et j'espérais que le printemps dure toujours, que l'été arrive, mais je n'avais pas calculé qu'après l'automne, il y a l'hiver. Sorge Chalandon, confronté à son passé de sans domicile, en exclusivité pour le club francophone. Et puis votre club de lecture avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen, une lectrice passionnée et bien sûr, les pépites des libraires. Et on commence cette émission avec une grande personnalité de la musique. Bonjour André Perraigne. Bonjour, merci de la présentation. Je vous en prie, c'est le cas en plus. Vous êtes chef d'orchestre, musicologue, vous avez été directeur du Conservatoire de Nice en France pendant 35 ans. En effet. Et vous publiez Petites histoires féministes de la grande histoire, de la grande musique, préfacée par Cécilia Bartoli. Et vous dites que les femmes ont été finalement les oubliées de l'histoire de la musique. Les femmes ont été les grandes oubliées de l'histoire de la musique. Parce que les grands compositeurs de l'histoire de la musique, ce sont des hommes. Beethoven, Mozart, Bach, Chopin, Tchaïkovski. Et où sont les femmes là-dedans? Et pourtant, il y avait des femmes talentueuses au 19e siècle, au 18e siècle, et même avant. On les a oubliées parce qu'on leur a interdit de se produire sur scène, on leur a interdit de composer. Les femmes, d'ailleurs, il n'y a pas que les musiciennes, les femmes devaient être des femmes au foyer, des bonnes mères, des bonnes épouses, et c'était ça qu'on attendait d'elles. Alors la Calas, par exemple, il y a la Calas, l'histoire incroyable de la Calas. Oui, mais là, la tragédie, la Calas. Oui, là, on est au XXe siècle. Il n'y a pas de doute, les femmes chantent couramment. Mais c'est vrai qu'elles ont des histoires extraordinaires. La Calas, absolument, et surtout à Monaco, lorsqu'elle a rencontré Onassis. C'est une histoire de roman, la Calas. Ouais, c'est ça. C'est un vrai roman. Ah, mais c'est un vrai roman. On en a fait des films d'ailleurs, c'est pas pour rien. Mais bien sûr. Et toutes ces femmes dont je raconte les histoires, qui sont compositrices, qui sont mécènes, qui sont compagnes de compositeurs, qui sont interprètes, ont vécu des vies romanesques. C'est pour ça que je les ai choisies dans ce livre. Il y a une centaine d'histoires, justement, de femmes musiciennes qui ont eu des vies extraordinaires. Il y a une certaine Louise Bertin qui avait convaincu Victor Hugo d'adapter son opéra Notre-Dame de Paris. Son roman Notre-Dame de Paris. Son roman, pardon, lapsus, parce qu'elle adore ce roman, elle vient de le finir, elle rencontre Victor Hugo, parce que son mari est le directeur d'un grand journal, le journal des débats, oui. Et à ce moment-là, Victor Hugo, qui est complètement réfractaire à toute adaptation musicale de son œuvre, va lui dire, on va peut-être essayer. Oui, mais il faut se souvenir que Victor Hugo aimait beaucoup les femmes. C'est ça. Alors Louise Bertin avait certainement un charme qui a séduit le grand écrivain. Et donc, Victor Hugo a écrit un livret d'opéra, c'est le seul livret d'opéra qu'il ait écrit. Et sur l'histoire de Notre-Dame de Paris, le titre c'est Esmeralda. Mais cet opéra, le connaissez-vous? On ne le connaît pas. Il n'a jamais été joué, or s'il a été repris une ou deux fois à peine, parce que c'est l'opéra d'une femme, donc on ne le joue pas. Bon, c'est un livre en tout cas avec plein d'histoires, des anecdotes, des tragédies, on le disait, avec la Calas notamment. Mais quel est le personnage qui vous a le plus marqué, ou en tout cas l'histoire la plus insolite que vous avez côtoyé en écrivant ce livre? Je sais qu'on m'a posé, comme me pose souvent ces questions, mais vous savez, au fur et à mesure que j'ai écrit sur ces femmes, je suis tombé amoureux d'elles, l'une à la suite de l'autre. Et finalement, je suis tombé amoureux de 100 femmes pendant 2 ans. Vous imaginez l'homme heureux que je suis. Il y en a une quand même qui a marqué l'histoire. On parlait de la Calas, mais d'autres qui sont restées
plutôt confidentielles, mais qui ont marqué l'histoire de la musique par leur créativité. Et elles sont restées dans l'ombre, ces femmes-là. Elles sont restées dans l'ombre. Et justement, ce livre permet de leur redonner un petit peu de lumière à ces chanteuses qui étaient Lily Pons, par exemple, qui ont conquis l'Amérique, une fille d'une couturière de Draguignan qui a vécu à Cannes, d'un milieu humble, qui est devenue une star en Amérique. Il y a également une compositrice qui s'appelait Cécile Chaminade, qui est morte à Monte-Carlo, qui a été également une star en Amérique. On les a oubliés. Pour rectifier le tir, en tout cas. Voilà. Et on vous en remercie. Merci beaucoup, André Péreigne. Merci à vous. Merci, Petites histoires féminines de la grande musique, préfacée par la mezzo-soprano Cecilia Bartoli et paru chez Desclés de Brouwer. Voici un moment exceptionnel à présent. Cette semaine, nous avons rejoint le grand écrivain multiprimé Sorge Chalandon. Il a accepté de revenir sur les lieux de son passé à l'occasion de la sortie de son roman Le Livre de Kels. Chalandon, bouleversé par son passé de sans domicile, en plein hiver dans Paris. Chalandon, en toute intimité, pour le Club francophone. Bonjour Sorge Chalandon. Bonjour. On vous a vu marcher le long de ce quai au milieu de la Seine. Vous êtes journaliste et écrivain, auteur de 11 romans multiprimés. Je vais en lister quelques-uns parce que vraiment il y a des chefs-d'œuvre. Une promesse, prix Médicis en 2006, Retour à Quillybegs, Grand Prix de l'Académie française en 2011 ou encore Le Quatrième Mur, prix Goncourt des lycéens, adapté récemment au cinéma. Et là vous publiez le livre de Kels chez Grasset. Tous vos romans s'inspirent de votre vie et dans celui-ci, vous racontez une période où vous avez vécu dans la rue, exactement à l'endroit où nous sommes, sous le Pont Neuf, et vous aviez tout juste 18 ans. À peine, je n'ai pas encore 18 ans. Vous arrivez à la fin des 17 ans. J'arrive à la fin des 17 ans et ce lieu-là était l'un des lieux où j'ai vécu pendant presque un an, effectivement. La différence, évidemment, c'est que j'étais beaucoup plus jeune. J'avais plus de 50 ans de moins, je n'avais pas de canadienne, je n'avais pas d'écharpe et j'espérais que le printemps dure toujours, que l'été arrive, mais je n'avais pas calculé qu'après l'automne, il y a l'hiver. Alors vous arrivez effectivement en plein hiver à Paris, enfin l'hiver commence dans ce square du Vert-Galant et un jour alors que vous avez 17 ans, vous êtes émancipé, vous quittez le foyer familial de Lyon, vous fuyez votre père, vous avez été maltraité par votre père, vous en avez parlé dans 2 romans, vous fuyez l'autre comme vous dites, vous l'appelez l'autre. Je l'appelle l'autre parce que ça y est, j'ai parlé de mon père pendant 4 ou 5 romans. Je pense que l'autre suffit maintenant à l'identifier et pour ne plus y revenir surtout. Voilà, l'autre c'est l'autre et l'autre c'est terminé. Et arrivé sur le quai de la gare de Lyon, oui. La gare de Lyon-Perrache, parce qu'il y a une gare de Lyon ici à Paris. Alors sur ce quai de la gare, votre maman vous donne un billet de 100 francs. Oui, pour solde de tout compte. Et vous dites que c'est l'équivalent de 181 baguettes au prix de l'époque. De pain. Oui. Et vous dites, bon voilà, je pourrais manger au moins du pain. Pendant 180 jours. Ouais. Et en plus, ce qui était bouleversant, c'est qu'elle me l'a donné, mais pas comme une mère offre un cadeau, mais comme une résistante à prélever ça sur l'argent du ménage, parce qu'elle craint mon père. Ouais. Elle ne veut pas que je lui dise, c'est un secret absolu. Et j'ai eu l'impression d'être un résistant à qui Jean Moulin donnait un message, tellement elle avait peur. Surtout ne dis rien à ton père, c'est quand même insensé. J'ai 17 ans, je suis en train de m'enfuir, je ne vais plus revenir et sa seule peur, c'est que mon père sache qu'il m'a donné 100 francs. On va s'asseoir sur l'un des bancs que vous avez occupé. Lorsqu'il était libre. Lorsqu'il était libre, oui, ouais. Parce que c'était ça, ils étaient tous Bien occupés. Sûr. Ouais. Tous étaient occupés, puis dans mon souvenir, on les laissait aux filles plutôt, les bancs. Ah bon ? C'est une sorte de courtoisie, oui.
Alors dans ce livre de Kels, Serge Chalandon, on est en 1970 et ici même, vous rencontrez un homme plus âgé que vous qui va veiller un peu sur vous. En tout cas, qui va vous dire « fais attention parce que la rue va te bouffer ». Et vous dites la rue ne m'a pas bouffé tout de suite, elle a d'abord joué avec moi. Elle a joué avec moi, c'est-à-dire d'abord qu'elle m'a fait croire que je la quitterais. En fait, elle me tenait fermement serré contre elle. Et aussi, elle s'est jouée de moi parce que plus ça allait, plus j'avais l'impression que des endroits de la rue m'étaient interdits, fermés. De plus en plus d'endroits où je pouvais me reposer. Alors vous partez de cet endroit parce que vous avez des péripéties là encore. Oui, bien sûr. Et là vous dites il faut que je réagisse, il faut que je travaille. Oui. Sauf que vous n'avez même pas le bac. Alors non seulement je n'ai pas le bac, mais en plus je n'ai pas de lacets à mes chaussures, je n'ai pas de ceinture à mon pantalon. C'est-à-dire que travailler... Vous n'êtes pas présentable Mais non, du tout, je ne suis pas présentable. Et ça va être extrêmement difficile. Et je suis tombé pour la première fois de ma vie, et je crois que ça a forgé mon caractère, sur des patrons voyous, sur des gens qui t'employaient pendant une journée, pendant une semaine, et qui ne te payaient pas. Et ça, c'est les choses qui m'ont mis le plus en colère de ma vie, et j'ai cette colère encore en moi. Le patron voyou, pour moi, c'est quelque chose qui est terrifiant. Vous faites des petits boulots et vous n'avez pas de chance en fait, Serge Chalandon, parce qu'au moment où vous trouvez quelqu'un qui va vous embaucher, c'est un graveur de métaux pour l'armée française. Vous vous faites tabasser, vous êtes victime d'une agression. Absolument, je suis victime d'une agression, je dois y aller le lendemain, ça y est. Malgré mon apparence, bien que je sois habillé comme un loqueteux, et ben je suis tombé sur des gens bien. Et je ne peux pas y aller le lendemain parce que j'ai été battu, je me suis défendu et je me suis retrouvé au milieu de la rue, dans la boue, et je ne suis plus présentable du tout. Et donc, ce qui est terrifiant, c'est que ces gens qui m'ont fait confiance en disant « il va venir prendre le travail », je ne suis pas allé le prendre parce que je n'ai pas pu le prendre. Et là, vous dites, cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois. Je me suis réfugié sur un paillasson au dernier étage d'un immeuble. Oui. Et il faut savoir que quand on vit dans la rue, on ne se réchauffe quasiment jamais. Jamais. Sauf quand on arrive dans des lieux qui vous accueillent. Et plus on a faim, plus on a froid. Oui, évidemment, la faim accentue. Il y a une dame qui va vous faire rentrer chez elle un jour. Oui. Ça, c'est incroyable parce que vous êtes sur un paillasson au milieu, comme vous dites. Et elle m'ouvre. Elle vous ouvre la porte. Oui. Elle vous fait entrer. Elle me demande rien. Et vous ne parlez pas non plus. Non, je ne parle pas, elle ne me demande rien. Et elle voit peut-être que j'avais une bonne tête, en fait. J'y pense après, j'avais une tête de gamin. Et elle voit ce gamin sur son paillasson et elle me fait entrer, elle ne me demande rien. Elle n'a pas peur. C'est formidable de ne pas avoir peur. Et elle me fait une petite soupe, elle me fait à manger, elle me laisse son canapé. Et le lendemain, elle repart en me laissant l'appartement là. C'est-à-dire qu'elle part le lendemain matin. Et elle va travailler le lendemain matin. Et puis moi, j'ai même pas... Alors je lui mets merci. C'est tout ce que je peux lui dire. Je ne peux pas lui acheter de fleurs, je peux pas nettoyer son appartement, je peux pas... Merci. Et surtout, je ne peux pas être là le soir même, encore genre, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est pas possible. Ah, vous n'y retournez pas. Non, c'était un moment magique avec une fée. De réconfort. J'ai rencontré une fée en fait. Quand vous étiez chez vos parents à Lyon, il faut savoir que votre père ne vous a jamais donné les clés de l'appartement. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que lorsqu'il quittait l'appartement, il fallait qu'on parte avec lui et qu'on attende en bas qu'il revienne. Jamais. C'était pas mon appartement. C'était pas l'appartement de ma mère. C'était son appartement. Donc, je n'ai jamais eu de clé. Et il y a un homme de la rue, comme ça, c'est le premier qui m'en a parlé, qui me dit, écoute, si tu ne veux pas te faire arrêter par la police, il faut que tu aies une clé toujours. Ouais. Mais je dis, j'ai pas de clé. Mais si, trouve, cherche. Et c'est vrai. Il a fallu que je trouve une clé par terre. Des fausses clés, ouais. Fausses clés, une clé, je ne sais pas à qui il était, un anneau. Et il m'avait dit, et c'est vrai, ça marchait. Et quand je croisais une patrouille de police avec les cheveux longs, mon sac, j'avais mon anneau et ma clé. En faisant tourner, je sifflotais. C'était le garçon qui rentrait chez lui. C'est ça. Et voilà. Donc, si vous voulez, les premières clés que j'ai eues, c'est des fausses clés. Alors à un moment, vous fréquentez des copains maoïstes, des militants communistes. Oui. Et c'est grâce à eux que vous allez avoir une clé, Serge. Alors c'est grâce à eux que je vais avoir une clé, c'est grâce à eux que je vais avoir une culture, c'est grâce à eux que je vais avoir de l'espoir surtout. C'est grâce à eux que je vais avoir un toit, donc, effectivement.
Et c'était assez paradoxal parce que c'était des militants, mais qui n'avaient pas envie que je sois un militant. C'était pas ça leur problème. Ouais. Ce qu'ils ont envie, c'est que le gamin qui était dans la rue en sorte. Après, si je pouvais être utile, voilà, j'étais utile, mais j'étais, en fait, je me suis aperçu après, j'étais leur cœur de cible. Leur journal s'appelait La cause du peuple, et le peuple, j'en étais en fait. C'est ça. Il y a Daniel qui vous hébergera chez lui avant d'avoir votre chez vous. Il vous propose un bain et un lit. Oui. Et là, vous dites c'est une sorte de piège parce que en goûtant à ce confort-là, je ne vais plus pouvoir retourner dans la rue. C'était mon angoisse, c'était une fois qu'on a goûté au bain moussant, oui. On ne retourne pas pour 1 franc au bain public de Saint-Méry pour 20 minutes de douche tiède. Et vous êtes d'une grande dignité, Sorge Chalandon, parce qu'à un moment, vous allez dans une fête. Oui. Et vous vous empêchez de toucher à la nourriture, vous vous empêchez de toucher au vin. Il y a plein de choses à boire, plein de choses à manger. Daniel vous dit, vas-y, prends. Il y a une... Et vous dites, moi, je veux que de l'eau. Il y a des plateaux de viande rouge. Oui. J'ai souvenir de viande rouge. Mais tout ce que je faisais, c'est que je faisais des allers-retours à la cuisine pour boire de l'eau dans mon verre. Et en fait, j'ai avoué après, j'ai cru que c'était payant en fait. C'est ça. Et il y a un dialogue qui m'a bouleversé. Alors, oui. Avec vous, Sorge Chalandon, le problème, c'est qu'on se met à être bouleversé, voire à pleurer quand on vous lit. À un moment, on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on lit est terrible, terrifiant parfois. Et ce petit dialogue-là, quand Daniel commence à comprendre que le petit Sorge n'a pas osé toucher à quoi que ce soit parce qu'il avait peur de payer, c'est... Parce que je n'avais pas de sous. Oui. Et quand il m'a dit, mais je ne comprends pas, tu pensais que c'était payant ? Ben oui. Et je ne comprenais pas, en plus, je ne comprenais pas comment est-ce que les propriétaires des lieux faisaient pour compter le nombre de tranches de saucissons, le nombre de verres. Je ne comprenais pas comment ça marchait. Je n'avais jamais vu une telle opulence de ma vie. Comment on répartit la part pour payer après ? Je ne comprenais pas. Ouais. Mais je ne pensais pas que c'était possible qu'on puisse inviter des gens et leur offrir à manger comme ça. À profusion, moi je sortais de là, je faisais les poubelles le soir. Lorsque tu quittes la rue, tu ne fais pas de pot de départ. Tu te fais discret et humble. Mais plus encore que les pauvres que tu abandonnes, c'est le pavé dont il faut se méfier. Le banc public, le wagon SNCF, l'arbre à qui tu as parlé, tous attendent votre retour. Et là, quand je suis ici et quand je vois ces pavés que je connais, ce pont que je connais, ce vert galant que je connais, j'ai toujours peur. Mais même encore aujourd'hui, j'ai toujours peur qu'il y ait une place pour moi ici, au cas où. Un jour. Vous avez peur de retourner dans la rue ? Pas parce qu'il suffit d'un accident. Il suffit de baisser les bras, il suffit d'un deuil, il suffit de quelque chose qui est trop violent pour recommencer à vivre. Et puis c'est simple, voilà, on se met ici, puis on s'assied, puis on attend. Et ça devient une peur de chaque instant, écrivez-vous. Oui. J'ai compris que je passerai ma vie à repousser la rue et ses fantômes. Il y a quelque temps, ma fille, qui était petite encore, voulait une glace. Tu veux faire une glace ? Elle a dit, je peux en avoir une deuxième ? Je dis non. Elle m'a dit, pourquoi ? On est pauvre. J'ai été traversé par un frisson épouvantable. Et j'ai fait une connerie, je suis acheté une deuxième glace pour prouver qu'on ne l'était pas à ce point-là. Vous avez toujours vos clés dans la poche, là ? Oui. On peut voir ? Vous voulez les voir ? J'ai mes clés. Ça, avec un air de petit garçon. Mais oui, j'ai mes clés avec la déclaration d'indépendance de l'Irlande et le drapeau irlandais, vert, blanc, orange. Ouais. Et j'ai enfin mes clés. Personne ne me les prendra, celles-ci. Personne. Et quel c'est irlandais ? Oui. Toute l'histoire est dans le livre. Oui. Avec une fameuse carte postale de votre meilleur ami. Je ne raconte pas, mais vous découvrirez ça dans ce livre sublime, paru aux éditions Grasset. Merci Sorge Chalandon. Merci infiniment d'avoir défié le temps, le froid et la pluie pour venir nous voir et pour qu'on en parle ensemble. Le livre de Sorge Chalandon est à lire absolument, vous l'aurez compris.
Et voici notre club de lecture avec une lectrice, un lycéen et un libraire pour les pépites des libraires. Bien sûr, on donne la parole à des lecteurs dits anonymes dans cette émission, les clients des librairies en quelque sorte. Bonjour Marlène Martha. Bonjour. Vous travaillez dans le secteur automobile, vous êtes responsable d'un garage, le garage RMC Motors à Beau-Soleil. Il y a un livre qui a illuminé votre vie, Marlène. C'est un peu le principe de cette séquence. Il vous accompagne encore aujourd'hui. Quel est-il ? Alors, c'est le livre Vivante qui a été écrit par Marie-Aude Mériguet en 2022. Alors, c'est un roman sur les limites, finalement. Hein. Vous savez, les extrêmes que l'on côtoie parfois, comment on s'en sort, comment on fait pour vivre avec ça. C'est un peu le principe de ce roman-là. Oui, en fait, c'est l'histoire de Nicolette qui a 19 ans, qui vient de finir sa première année de faculté de sociologie. Et sa maman décide, sans lui demander son avis, de l'envoyer dans les Dolomites, en Italie, dans une famille franco-italienne, pour être fille au père pour l'été. Elle va faire la connaissance donc des deux petits garçons dont elle est censée s'occuper. Et elle va aussi faire la connaissance de la sœur aînée finalement, de cette fratrie. Elles ont sensiblement le même âge. Et elles vont explorer ensemble ce moment important de la frontière entre l'adolescence et de l'adulte. Et le sentiment amoureux aussi qui arrive généralement quand on ne s'y attend pas. Voilà, les premières sorties, les premières libertés, les premiers amours, effectivement. Et c'est une amitié qui est très intense, c'est immédiat. Et finalement, Nicolette se retrouve finalement la fille de compagnie de Faustine et plus la babysitter. On ne va pas trop raconter. Pas de souci. Vivante, c'est aux éditions J'ai lu, en livre de poche, c'est sorti en livre de poche. Merci beaucoup. Merci à vous, Marlène. Place aux libraires dans cette émission. Nous donnons la parole cette semaine à un libraire monégasque. Bonjour Arthur Laure. Bonjour. Vous êtes libraire dans la librairie La Bouquinerie à Monaco. Vous avez 2 minutes pour nous convaincre de lire 2 livres de votre choix, 2 pépites, bien sûr, que vous avez en librairie. Pas de problème. Un roman graphique, par exemple ? Un petit roman graphique. On va partir découvrir Silent Jenny, qui va clôturer la trilogie de Mathieu Beublé. On est dans une dystopie. Évidemment, dystopie, c'est très sombre, c'est un peu mélancolique, mais on a quand même ce côté d'espoir, d'entraide. Et c'est un roman graphique plus que science-fiction. Il y a aussi un essai un peu politique que je recommande absolument. Rien que pour les dessins aussi, c'est fantastique. Ouais, les dessins sont magnifiques, effectivement. Et il y a un mélange des genres. C'est très convaincant, en tout cas, effectivement. Merci beaucoup, Arthur. On conclut avec un roman. Un roman que je pense que j'aurais plus de mal, moi. Mais allez-y, dites-moi. La guerre des eaux. C'est un roman, on est entre un roman et un essai sur l'histoire. Alors, c'est la guerre des eaux qui s'appelait la guerre des égaux, finalement. On est au deuxième moitié du 19e siècle, juste après la théorie de Charles Darwin sur l'origine des espèces. Et en fait, on va être au début de la naissance de la paléontologie, notamment aux États-Unis, dans lequel on va se rendre compte qu'il y avait beaucoup de fossiles à déterrer. 2 personnages vont sortir de cette guerre, ça va être 2 scientifiques, Edward Kopp et Charles Marsh, qui vont littéralement se mener une vraie guerre à coups de vol, de corruption, des coups de fusil ont été tirés. Il n'y a pas eu de mort à ma connaissance, heureusement. Mais on se retrouve avec ces 2 scientifiques qui vont pousser les recherches à l'extrême, quitte à même détruire des trouvailles pour ne pas les laisser à l'autre. Il faut savoir que ces deux scientifiques, ces 2 scientifiques sont quand même. Ça a l'air un peu laborieux, Arthur, l'histoire. Non, mais ils ont fatalement, ils ont beaucoup apporté à la paléontologie parce qu'aujourd'hui encore, on est en train d'étudier. Mais moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en tant que scientifique, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore d'actualité et que finalement, souvent, les égos vont dépasser un peu la science, et c'est bien dommage. Oui, ça c'est juste. Bon, en tout cas, ce livre, La guerre des eaux de Benjamin Hoffman, c'est chez De Noël, et Silent Jenny de Mathieu Beublé aux éditions Rue de Sèvres. Merci beaucoup, Arthur Laure. Je rappelle que vous êtes libraire à Monaco dans la librairie La Bouquinerie. À bientôt. Nous donnons aussi la parole aux lycéens dans cette émission chaque semaine. Vous le connaissez car il est déjà venu au tout début du lancement de cette émission. La fidélité, c'est important. Merci. Bonjour Evan. Bonjour. Comment vas-tu Evan ? Ça va, très bien. L'année scolaire se passe bien depuis ?
Petit à petit, ça va. Bon, très bien. Tu as 17 ans. Tu es en première au lycée François d'Assise Nicolas Barré. Quel est le livre qui a illuminé ta vie? Enfin, l'autre livre, parce que tu nous avais déjà parlé d'un roman. C'était 1984, c'était ça. toi, ouais, c'est ça. Alors là, c'est pas le même style, c'est L'étranger d'Albert Camus. Ouais. Donc on suit l'histoire de Meursault, un jeune bureaucrate dans sa vie en Algérie, de l'Algérie française encore, jusqu'à qu'il tue un homme là-bas, et on suit jusqu'à son procès, et enfin sa mort. Donc ce qui m'a marqué, surtout déjà le titre, L'étranger. On pense à un étranger dans un autre pays, ce qui est le cas, mais l'Algérie, comme elle est encore française, il est toujours dans son pays d'origine. Ouais. Mais c'est surtout l'étranger à toutes émotions, toute situation qui se passe. Il tue un homme, il s'en rend même pas compte, il dit oui, je l'ai fait. Il dit souvent je ne sais pas, comme un étranger qui n'est même pas dans son pays d'origine. Ensuite, qu'est-ce qui m'a marqué? Il y a aussi... Non, mais c'est juste, en fait, ce que tu dis. Oui. C'est une très belle analyse, parce que l'étranger qui est finalement un peu chez lui, mais qui reste quand même étranger à tout ce qui lui arrive, à l'histoire même de cet assassinat, c'est assez compliqué. Et c'est ça aussi l'aspect philosophique de Camus. Il a été adapté en bande dessinée aussi, tu l'as vu ça, non, je ne l'ai pas vu. Par Jacques Ferrandez. Alors, je vous conseille absolument cette BD. Si vous n'avez pas lu L'étranger, bon, déjà, il faut lire le livre d'Albert Camus, mais il y a la BD de Jacques Ferrandez aussi. L'aspect philosophique, c'est ça qui t'a plu aussi? L'absurdité du monde, c'est un peu ça, L'étranger? Aussi, c'est un peu ce qui m'a initié. Je suis qu'au début de tout ce qui est philosophique. Ouais. Mais l'absurdité, oui, de tout ce qui se passe, mais d'être neutre, de ne faire que regarder et de dire je ne sais pas. C'est tout ce qui m'a marqué avec Meursault et toute l'histoire du coup de Camus. C'est ça qui te plaît dans les livres, c'est l'aspect philosophique. Tu t'intéresses à la philosophie, à la réflexion sur la vie? J'essaye, petit à petit. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches, toi, quand tu prends un livre? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envie de trouver dans un livre? Déjà, l'intrigue, l'histoire en général, mais aussi le personnage. Qu'est-ce qui fait? Parce qu'une histoire peut être un monde merveilleux, mais un personnage fade, ça donne pas envie de lire. Oui, non, ça c'est sûr. Mais là, c'est Meursault. Ouais. Il donne envie de se dire qu'est-ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il va dire. Ouais. Mais on s'étonne toujours, c'est toujours je ne sais pas. Voilà, exactement. Et Albert Camus serait ravi d'entendre ça. Ce roman est le deuxième plus grand succès de la maison d'édition Gallimard, figure-toi, à travers le temps, bien sûr. Après Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est L'étranger qui se vend et qui se lit le plus. Merci Evan. Merci. Merci d'être revenu dans le club francophone et bonne chance pour la suite au lycée Nicolas Barré de Monaco. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. À la semaine prochaine.